Bonjour tout le monde et bienvenue sur Ring the Bell, l'émission 100% catch de 100% live. On est là pour un petit peu parler de l'actualité catch de la semaine, on est là pour débattre, critiquer, pourquoi pas. Et pour ce faire, je suis accompagné d'une équipe de dingue, comme toutes les semaines, sauf que cette fois c'est moi la présentation et aussi j'effectue mon retour dans l'émission, donc merci d'applaudir mais pas trop fort. On commence les présentations de l'équipe avec le premier qui est sur mon petit graphique ici, c'est Gus. Comment tu vas, Gus? Ça va très bien, Max. Je suis très heureux de te voir à nouveau parmi nous. Parce que ça fait longtemps mais qu'on t'a plus sur Ring the Bell. Et évidemment, je suis très content de pouvoir parler les catch. En ce moment, surtout qu'il se passait quelque chose de fou à Raw. Pour une fois, j'ai envie de dire, et comme par hasard, ça venait de SmackDown. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Et puis voilà, je suis content, je suis tout joie pour parler catch avec vous. Est-ce que le sentiment est partagé par Nathan, qui fait également partie de l'équipe de cette semaine? Eh ben, bonsoir à tous, bon retour parmi nous Max, parce Merci que tu reviens, on change de champion, NXT change, beaucoup de changements, et tu reviens pile au bon moment, donc très heureux d'être là et très heureux d'être ici pour parler catch, et bon retour parmi nous. Je dirais pas que le timing était calculé, mais ça pourrait. Et enfin, le dernier chroniqueur de cette semaine, the last but not the least, il s'agit de PA. Comment vas-tu, PA? Le meilleur pour la fin, quelque part. Ah ben, complètement. Est-ce qu'on partirait pas sur ça? Écoute, Max, ça va très bien. Très heureux de te retrouver enfin, bien sûr, il a enfin délaissé son Termina Train, il l'a arrêté une petite seconde une petite heure, du coup, pour être avec nous ce soir, et ça fait grand plaisir, et je lui laisse les rênes de la présentation pour cette semaine, peut-être pour d'autres, on verra. Mais ça va très bien, et très hâte de parler de la semaine catch qui s'est déroulée cette semaine. Ouais, on a tous très hâte, et merci beaucoup de me laisser les rênes de l'émission. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de Raw, bien sûr. On va parler de Damian Priest contre Jeff Hardy, on va parler de Big E, on va parler du nouvel NXT, le NXT 2.0. On va parler de Paige qui est peut-être de retour, de Pete Dunne qui a prolongé son contrat, de Roman Reigns contre Lesnar, et on va terminer par un débat sur Big E. Mais pour commencer, un segment, voilà, comme Raw a l'habitude d'en faire, c'est-à-dire un peu what the fuck, si je peux me permettre. Le segment entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Alors Charlotte Flair, après un combat contre Shayna Baszler, a reçu une petite visite dans le ring d'Alexa Bliss qui lui a offert sa version de la poupée Lily, qui s'appelle Charlie. Pour discuter au calme de ce segment, je vais laisser la parole à Nathan. Qu'as-tu pensé de ce segment et qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses que ce segment va nous emmener? Ah bah, il faut vendre du merchandising, voilà. Il faut vendre des poupées, donc on va faire des poupées à chaque superstar, voilà. Donc on peut avoir une poupée Tamina, si ça te fait plaisir, on pourra te l'acheter si y en a une un jour. Mon anniversaire sera en février. On note ça, peut-être que d'ici là il y aura une poupée, peut-être que Tamina sera dans le main event d'ici là, on ne sait pas. Mais le segment, bon voilà, ils ont introduit une poupée, on verra ce que ça donne, c'est assez bizarre entre guillemets, c'est toujours le personnage d'Alexa Bliss, j'accroche pas trop, mais on verra ce que va donner la storyline face à une Charlotte Flair qui est comme d'hab au sommet, et je pense qu'à Extreme Rules on aura un bon match de catch. En attendant, la storyline, si ça tourne autour des poupées et qu'on a un match de poupées à Extreme Rules, bon, je serai un peu déçu, mais si c'est bien écrit et que ça c'est bien divertissant, bah pourquoi pas. Après, ils sont capables de tout chez WWE, ils sont capables du meilleur comme du pire, donc on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Très bien, merci pour ton avis. Oui, alors l'élément du merchandising, pardon, c'est vrai qu'il n'est pas à négliger. Gus, est-ce que tu penses à peu près pareil que Nathan? Moi j'ai bien aimé ce petit segment. Je savais bien que Alexa Bliss était face et était un peu over avec le public, mais là, les réactions qu'elle a eues, j'ai trouvé ça juste immense. Et franchement, je ne m'attendais pas à une telle réaction de la foule. Donc je pense que ça présage de bonnes choses pour le match contre Charlotte. Enfin, on devrait avoir un public qui donne de sa voix. Surtout qu'en plus, Extreme Rules sera à Columbus chez Alexa Bliss. Donc ça promet.
Mais oui, après, sur la poupée, sur la poupée Charlie, j'aime bien, ça reste dans le personnage de Alexa Bliss. Après, faut pas que les poupées prennent trop de place et qu'on revienne aux faits et qu'on revienne aux mains. Et ce sera dans la semaine prochaine, enfin dans 10 jours. Et personnellement, j'ai hâte parce que franchement, c'est une affiche fraîche au moins, enfin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et moi, j'aime bien ce personnage de Alexa Bliss et je trouve qu'elle est pas faite mais dans son rôle. Donc, je suis assez hypé par cette rencontre. C'est vrai que le combat est officialisé. Hein. Le combat entre Alexa Bliss et Charlotte Flair aura bien lieu à Extreme Rules. PA, ton avis sur ce segment et sur la storyline entre Bliss et Charlotte, peut-être sur le personnage d'Alexa Bliss en particulier? Alors, le personnage d'Alexa Bliss, c'est pas mon personnage préféré, mais il me fait rire en fait. Il me fait plus peur, il me fait rire. Cette poupée m'a fait beaucoup rire. Et également le fait que Alexa Bliss insulte Charlotte, mais avec sa petite voix, c'est merveilleux. Sinon, après, la storyline, elle est plutôt basique, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas basique parce qu'on n'a jamais vu des poupées, mais voilà. J'espère que les poupées vont rester secondaires quand même. Mais on sait que Charlotte a jeté la sienne. Est-ce que la poupée de Charlotte va coûter le titre à Charlotte? Ça, ce serait merveilleux. Sinon, après, pour reprendre l'argument de Gus que Alexa Bliss va accueillir du coup Extreme Rules dans sa hometown de Columbus dans l'état de l'Ohio, si on prend le record des superstars de la WWE à domicile, c'est pas foufou. Donc j'espère que pourra inverser la tendance. Voilà. Après sur le combat en lui-même, je pense qu'on aura un match correct. Sinon, ce sera pas le match de l'année, mais voilà, ce sera un match pas chiant du moins. Et après, est-ce que Alexa Bliss va réussir à prendre le titre à Charlotte? J'ai l'impression que la WWE c'est encore une fois booké dans un corner, dans le sens où si Alexa Bliss perd, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Et si Charlotte perd, et Charlotte, j'ai pas l'impression qu'elle puisse perdre en ce moment, même si elle s'est fait pin par Nia Jax il y a pas si longtemps. Donc on verra bien ce qu'ils vont choisir de faire, mais je pense qu'une défaite d'Alexa Bliss pourrait faire très mal, voire trop mal à cette dernière. C'est vrai que le cas d'Alexa Bliss est un peu particulier parce que c'est un personnage qui ne peut pas perdre tout simplement. Hein, et donc ça crée des problèmes et on sent que Charlotte est le visage de la division féminine de Raw pour quelques temps. Donc ça va être intéressant de voir les décisions prises par la WWE. On continue avec Monday Night Raw et le combat pour le titre US entre Damien Priest et un rookie. Un petit peu inconnu au bataillon, Jeff Hardy. Je sais pas si vous connaissez. La semaine dernière, il était apparu dans un segment pour le titre 24/7 et là, il se retrouve à combattre pour le titre des États-Unis. Priest conserve son titre contre, alors je plaisante bien sûr, Jeff Hardy, légende du ring. Il conserve son titre contre Jeff Hardy et résiste à une attaque post-combat de Sheamus qui était aux commentaires. PA, je vais continuer avec toi. Un avis sur ce titre, cette gestion du titre US et de ce règne de Damien Priest pour l'instant et du combat en lui-même contre Jeff Hardy. Je vais commencer avec le combat parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, c'est un combat qui était bon. Hein, voilà. En même temps, Jeff Hardy et Damien Priest, hein, ils sont pas trop mauvais dans tout ce qui est catch. Donc ça nous a offert un combat très correct, très cool à regarder. J'ai de la peine pour Jeff Hardy parce que on voit que là il commence vraiment à tirer sur la corde et ça fait très mal à l'enfant en moi de dire ça, mais ça se voit en fait, il est vraiment en train de tirer sur la corde comme je viens de le dire. Et bon, Damien Priest, pour passer du côté du champion maintenant, Damien Priest, je trouve qu'il fait un bon boulot. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un champion US comme ça, face. Ça permet d'avoir des open challenge et moi j'aime bien les open challenge, ça permet d'enchaîner les matchs. Damien Priest, je pense qu'il va battre Sheamus, désolé Max, à Extreme Rules et qui va continuer, en tout cas j'espère, ce règne. Parce que moi, il me plaît beaucoup ce règne. J'aime beaucoup les open challenge, comme je l'ai dit, et voilà. Maintenant, pour repartir vite sur la situation de Jeff Hardy, moi aussi j'ai envie de le revoir champion du monde. Mais bon, là, je vais pas spoil le prochain segment de l'émission, mais voilà, on a un champion qu'on est content d'avoir. Du côté de SmackDown, c'est Roman Reigns, donc bon courage. C'est bouché, quoi. C'est bouché, et à part lui faire gagner Money in the Bank ou le Royal Rumble, mais même pas, en fait. La route au titre majeur pour Jeff Hardy, elle est bouchée, et c'est vrai que là, il va finir en lambeaux. Déjà qu'il doit pas être loin. Il tire vraiment là sur ses
toute dernière réserve, Jeff Hardy. La retraite bientôt pour Jeff Hardy, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais prendre l'avis de Gus. Alors à la fois sur le titre US et sur le cas Jeff Hardy en particulier. Bah, sur le match, enfin moi je l'ai trouvé bon. Hein. C'est pas un combat immense, mais bon, ça a fait le taf pour un weekly. J'ai bien aimé mais que Damien Priest résiste à Sheamus, que en tant que champion, ça le place quand même au-dessus de Sheamus. Après sur Jeff Hardy, j'ai pas compris pourquoi il a eu un match pour le titre, parce que bah il fait que perdre. Bon, certes, il a battu Karrion Kross il y a quelques mois maintenant, mais à part ça, il fait que perdre. Il était en route pour le titre 24/7, donc je comprends pas, mais bon, soit. Et pour revenir sur son cas plus spécifiquement, ouais, bah moi ça me fait de la peine, parce que je suis assez d'accord avec PH sur ça, c'est qu'il est vraiment au bout du bout de son physique, quoi. Enfin, il a tellement pris de risques étant plus jeune que maintenant, bah ça se paye cash sur les dernières années. Et puis surtout, la WWE l'a tellement mal construit ou mal considéré sur ces 2-3 dernières années, que bah, j'ai plus aucun. Enfin, quand je vois Jeff Hardy, je suis un peu. Ouais, j'aime bien l'entrée, mais après, je m'en fous, quoi. Enfin, j'ai plus aucune attache à ce personnage, à ce lutteur qui est pourtant fantastique. Mais c'est. Enfin, je sais pas, à chaque fois mais que je le vois, je suis triste, mais je m'en fous en même temps. C'était bizarre. Mais bon, c'est comme ça, donc j'espère, mais que il a pas à aller trop loin, et qu'il va prendre, et que après que son contrat chez WWE soit terminé, j'espère qu'il va prendre une grosse pause pour qu'il laisse encore tranquille. Nathan, pour finir sur ce combat entre Priest et Hardy, qu'est-ce que tu penses, toi, de Jeff Hardy? Est-ce que tu penses, comme tes camarades, que on est sur la fin de Jeff Hardy, ou alors est-ce qu'il mérite mieux? Est-ce qu'il mérite mieux que son utilisation actuelle? Et est-ce que t'es emballé par le règne de Damien Priest? Bah, pour Damien Priest, tout d'abord, je trouve qu'il fait un très très bon champion US. On sent que WWE a confiance en lui, et je pense que ça peut devenir dans un futur proche un très bon main eventer. Voilà, faut lui laisser ce titre US, faut lui laisser un bon règne solide avec des victoires dont on peut se souvenir. Un peu dommage qu'il réaffronte Sheamus à Extreme Rules, mais bon, faut faire la revanche, faut faire le rematch, ça on a l'habitude. J'aurais bien aimé qu'il affronte McIntyre, je pense que ça pourrait donner un truc cool, une affiche fraîche. Après, rien ne l'empêche de le faire après. Il y aura la draft aussi qui va arriver, faut oublier début octobre, donc ça pourra lui offrir de nouveaux adversaires. On sait que par exemple la SmackDown, si un Sami Zayn vient du côté de Monday Night Raw, ça peut être une affiche qui peut être sympa. Un Kevin Owens par exemple aussi, ou voilà tous ces mecs qui sont dans la mid-card du côté de SmackDown. On sait que s'il y a des Open Challenge à Raw, Ricochet peut très bien faire le taf et nous offrir de très bons matchs. Drew Gulak c'est pareil, ou je sais pas, des Angel Garza sur la cafette, des trucs comme ça. Et pour le cas de Jeff Hardy, bah c'est triste parce que on sent vraiment que ouais, il est vraiment sur la fin. Son corps est vraiment en difficulté. Il faut pas que les matchs durent trop longtemps parce qu'on sent vraiment que sinon c'est très compliqué. J'ai pas envie de le revoir champion du monde parce que dans l'état actuel des choses, c'est pas qu'il a plus le niveau, c'est plus l'histoire ancienne, mais c'est compliqué. J'aimerais bien qu'il le book un peu mieux pour qu'il puisse filer justement cette overness à des talents plus jeunes, qui puissent mettre en avant des talents plus jeunes, comme l'a fait par exemple Daniel Bryan sur sa fin de carrière WWE. Malheureusement, bon, la semaine dernière, il court sur le titre 24/7, donc il va mettre over personne. Donc c'est dommage d'avoir une fin de carrière comme ça. Si pour avoir une fin de carrière en mettant over des jeunes talents, ça pourrait être une bonne fin, je pense. Maintenant voilà, le Jeff Hardy, on va s'en rappeler avec nostalgie. On n'oubliera pas son run de champion du monde, ses spots incroyables qu'il nous a offert au long de sa carrière, mais c'est pas l'histoire ancienne, mais presque.
Merci messieurs pour cette analyse du cas de Jeff Hardy et du règne de Damien Priest. Alors on était un petit peu triste dans ces commentaires. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu de positivité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la grande nouvelle de cette semaine. Nous avons un nouveau champion de la WWE. Et qui mérite plus messieurs, que Big E, qui remporte donc sa première ceinture de champion du monde à la WWE. Après avoir cash in son contrat Money in the Bank, après un combat entre Bobby Lashley et Randy Orton, duquel Bobby Lashley était sorti victorieux. Il a profité d'un Lashley un peu affaibli après une attaque post-combat qu'il a lui-même perpétrée sur Randy Orton pour devenir champion de la WWE, messieurs. Big E, champion de la WWE. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais commencer par Gus. Qu'est-ce que t'en penses ? J'adore. Enfin, franchement, le seul petit bémol, c'est que il avait dit sur Twitter 1 heure ou deux avant que Raw commence, et pendant tout le show, il était sur les côtes de Bobby Lashley ou de Randy Orton en disant je vais cash in. Et donc, on a perdu un peu ce côté surprise. Mais bon, sauf ça, c'était génial. On a eu un gros main event avec une belle victoire de Bobby Lashley, parce que Randy Orton, là, en ce moment, il est champion, et puis ça reste Randy Orton. Enfin, c'est une vraie légende. Donc, c'était une belle victoire. J'ai pas trop compris pourquoi Lashley vendait une blessure au genou, parce que il marchait très bien, et quand il a passé Orton à travers la table des commentateurs, il s'est mis à boiter. J'ai pas compris pour quelle raison, mais ça a bien profité à Biggie, et puis surtout, moi, ce qui me rassure, c'est que la foule a vachement joué le jeu, et que elle a hurlé à sa victoire, et dans le bon sens. Et puis après, en fin de show, la célébration avec le New Day et les feux d'artifice, c'était génial. Après Kofi, Biggie, mais qui devient champion WWE, annonce de très belles choses pour la suite, mais on en parlera plus tard. Et surtout, maintenant, en tout cas, ce que j'aimerais bien voir à Survivor Series, c'est Bloodline contre New Day. C'est très chouette. Mais pour revenir à Biggie, c'était un très bon moment, et je pense qu'on aurait encore eu une plus grosse pop si Biggie ne nous avait pas spoilé avant. C'est vrai que ce petit spoiler avant le show était peut-être mal placé. On aurait, je pense que la réaction organique de la foule après une victoire de Biggie aurait parlé pour elle-même. PA, qu'as-tu pensé de ce changement de titre ? Est-ce que tu es content ? Es-tu content de cette décision de la WWE de se faire représenter par Biggie ? Oui, bien sûr que je suis content. Comment ne pas l'être ? Biggie, c'est un gars qui a été champion NXT, après il est arrivé dans le main roster, début pas si compliqué que ça, il était champion intercontinental, mais ça se freinait beaucoup, et puis après il y a eu la création du New Day, et Biggie maintenant, avec ses potes du New Day, c'est des Hall of Famers confirmés, et Biggie est quelqu'un, il y avait juste à voir les réactions des autres superstars sur les réseaux sociaux, tout le monde y est allé de son petit message, et tout le monde est content pour lui. Biggie, c'est un bon gars, et le voir là, comme ça, champion du monde, c'est vrai que ça fait très très plaisir. Concernant le spoil, moi ça m'a pas trop dérangé, parce que pourquoi pas en fait. La WWE a bien teasé le retour de CM Punk, a pas teasé, c'était pas un teaser, c'était un spoiler terrible de la WWE concernant CM Punk. Là voilà, Biggie a tweeté ça. Ça aurait pu juste être pour mettre des yeux sur Raw, ça a, je pense, mis des yeux sur Raw. La foule de Boston a explosé, et c'est bien normal. Pour revenir à ce que dit Auguste, c'est vrai que au niveau de la blessure au genou de Lashley, c'est un peu bizarre, parce que il tabasse Randy Orton, et puis il a mal au genou à un moment. Bon,
moi j'ai regardé le segment avec la chaîne YouTube de la WWE, donc c'est coupé le moment où en fait il tabasse Randy Orton. Et du coup, bah, j'ai pas trop compris pourquoi, mais au final, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que Big E est champion de la WWE et que Goldberg n'aura pas une autre chance pour le titre, du moins dans un futur proche, vu qu'il doit encore s'occuper de Bobby Lashley qui a étranglé son fils, bien évidemment, en SummerSlam. Mais voilà, pour résumer, très content que Big E soit champion. J'espère que il va avoir un bon règne. La draft arrive, donc ce premier mois enfin ces premières semaines-là risquent d'être un peu lentes. Mais dès début octobre, on va avoir la draft, donc je pense que ça va bien mélanger les cartes et redonner un peu de poids à cette division masculine pour le titre mondial de Raw qui en a grandement besoin. On se projette un petit peu sur l'avenir du côté de PA. Est-ce que Nathan, toi, après avoir découvert ce changement de titre, tu as été aussi heureux que mes deux camarades? Alors sans trop s'avancer sur le débat de ce soir, mais est-ce que la réaction immédiate était positive? Sur l'immédiat, oui, c'est positif. C'était un super moment. La foule a explosé. Biggie, on le savait dès qu'on l'a vu arriver dans le main roster, qu'il a cette gueule de main eventer, quoi. Il a tout. Il a le micro, dans le ring, c'est quali. Il a le charisme, il a le physique, il a tout pour être un très bon main eventer. On le sentait. Ils lui ont donné ce Money in the Bank en lui faisant confiance, donc ça faisait vraiment très plaisir. Après, j'ai l'impression que le faire cash ce soir, il lui va falloir l'avoir fait tweeter pour dire je vais cacher mon truc à Raw. Bah, on savait qu'il y avait la NFL qui reprenait en même temps que Monday Night Raw, donc il fallait faire de l'audience. La troisième heure de Raw était l'heure la plus regardée, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon bout de temps. Elle a fait 1 700 000 téléspectateurs contre 1 634 000 pour la deuxième heure et 1 672 000 pour la première heure. On sait que Raw, normalement, ça fait l'effet inverse. C'est très regardé en première heure, ça baisse un petit peu en deuxième, ça coule complètement en troisième. Là, c'était l'inverse, ça a été crescendo. Donc ça a été une bonne solution pour essayer de sauver les meubles face à la NFL qui reprenait. On sait qu'il y a de l'autre côté AEW qui continue à monter, qui sur la tranche de 18-49 ans, qui est très très important pour les publicités américaines, Titi Monday Night Raw, voire les bas selon certaines sources. Donc je pense que c'était logique qu'ils ont un peu cramé la carte Biggie pour faire remonter un peu les ratings. Moi je suis très content que Biggie devienne champion. Son futur, on en parlera dans le débat plus tard, mais en tout cas sur le moment c'était vraiment un moment très très cool. Pour le genou de Lashley, moi je pense juste qu'il l'a vendu pour alors plus ou moins bien certes, mais pour le protéger un petit peu. Il faut protéger un peu Bobby Lashley parce qu'ils l'ont quand même fait très très fort. C'est la première fois qu'il se fait pin depuis il me semble que la dernière fois qu'il perd Bobby Lashley c'est 2 semaines avant, c'est contre Xavier Woods, et il me semble que c'est 2 semaines avant Money in the Bank, ou je sais plus quel pay-per-view avant SummerSlam, ça. Ouais, c'est ça, c'est avant Money in the Bank. C'est avant Money in the Bank, donc ça fait quand même un bon bout de temps, et il avait pas trop perdu avant aussi. Donc fallait le protéger un petit peu, et voilà, Bobby Lashley règle ses histoires avec Goldberg à Crown Jewel sans le titre, c'est très bien. Et pour Biggie, on verra ce qui va se passer. Moi je suis plutôt pessimiste sur l'avenir de son règne, parce que je pense que il fallait remonter les ratings, donc c'est un peu un coup d'éclat, on l'a un peu cravé. Mais il a tout à fait ce potentiel pour rester main eventer et avoir un règne solide, ça y a pas de problème. Max, si je peux rajouter un petit truc avant qu'on passe à la suite. Bien entendu. Il a cash-in sur Bobby Lashley, je trouve que l'histoire est belle. Parce qu'on se rappelle, justement, tu en as parlé avec Money in the Bank, Bobby Lashley a, il me semble, absolument décimé Kofi Kingston lors de ce pay-per-view. Et ensuite, il a, après Money in the Bank, le Raw après Hell in a Cell, pardon, il a absolument décimé Xavier Woods dans la cellule à Raw. Donc je trouve que c'est un bon petit flashback en mode voilà, je suis venu venger mes frères, et surtout c'est un très bon moyen d'échapper le fait que qu'il est à SmackDown et que champion universel c'est Roman Reigns qui est intouchable en ce moment, et qu'il y a Finn Balor et Brock Lesnar. Voilà, la route du côté de SmackDown est bouchée, mais oui, c'est vrai que du côté de Raw c'est très cool que voilà, cette petite histoire racontée entre le New Day et Bobby Lashley. Je pense qu'il n'y aura pas de suite parce que j'imagine que Bobby Lashley va régler ses problèmes avec Goldberg et pourquoi pas être drafté à SmackDown après. Donc c'est vrai que la vengeance de Biggie, on en avait parlé lors de Money in the Bank après sa victoire, donc c'est vraiment cool qu'il l'ait fait là. Le moment était super cool en tout cas. Est-ce que la WWE va exploiter ce petit point de storyline? Seul l'avenir nous le dira. Le nouveau champion de la WWE, Biggie, n'est pas synonyme du seul changement cette semaine à la WWE, puisque nous avons eu droit au début d'un nouvel NXT
NXT 2.0. Et pour nous en parler, je vais laisser la parole à PA. Qu'as-tu à nous dire sur ses débuts de NXT ? Merci. Évidemment, NXT 2.0, voilà maintenant comment il faut appeler le show du mardi soir à la WWE. Comme tu l'as dit, nouveau logo, mais aussi nouvelle salle et nouvelles couleurs, mais aussi un nouveau champion de la NXT, mais on y reviendra plus tard. Un show qui a débuté avec les 4 contenders au Fatal 4-Way pour le titre de la NXT qui ont cuté des petites promos backstage pour dire qu'ils allaient gagner, bien évidemment. Et le dernier à côté sa petite promo était LA Knight. Il a été interrompu par une nouvelle, un nouveau venu, Bron Breakker. Donc un nouveau venu qui a fait ses preuves et de quelles preuves il a battu LA Knight dans un match, un match assez rapide, assez surprenant d'ailleurs que LA Knight soit booké dans un match avant un match de championnat si important et qu'il le perde en plus de ça contre un Bron Breakker qui a été très dominant. Mais Bron Breakker n'est pas le nouveau nom que l'on a croisé lors de ce NXT 2.0. On a rencontré une nouvelle équipe en la personne de Josh Briggs et de Brooks Jensen qui faisaient face à Imperium. Alors pour eux, pas de belle histoire. Hein. Imperium les ont battus assez sèchement malgré une belle bataille des rookies. On passe au côté féminin et encore une fois une nouvelle venue. Alors celle-là, on la connaît un petit peu plus. Elle s'appelle Bifab, bien sûr. Elle représente Hitro. Elle faisait ses débuts dans le ring face à une certaine Katrina Lopez, qui est une jobbeuse. Je n'ai pas le peur de le dire. La preuve, elle l'a facilement remporté ce match. Bifab qui s'est ensuite déchaîné au micro contre son adversaire Elektra Lopez, qui est ensuite arrivé accompagné de Legado del Fantasma. On sait que les deux clans sont dans une grande rivalité le mardi soir à la WWE, cette rivalité qui continue. Et je verrais bien un petit Wargames entre ces équipes, mais ça c'est mon fantasme, bien sûr. Carmelo Hayes, vous le connaissez, lui, c'est le gagnant du NXT Breakout Tournament, qui nous a présenté un nouveau partenaire en la personne de Trick Williams. Fini de se faire marcher sur les pieds pour Melo et il l'a bien prouvé grâce à un ancien adversaire de ce NXT Breakout Tournament en la personne de Duke Hudson qui a mal parlé en faisant son entrée vers le ring. Et ben Melo et Trick sont revenus pour l'anéantir tout simplement. Carmelo Hayes du coup qui fait un espèce de petit heel turn qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup cette superstar. On retourne du côté des femmes avec nos ninjas préférés à tous, bien sûr, Cassie Catanzaro et Kaden Carter qui étaient de retour en action contre Gigi Donlin et JC Jane qui les avaient agressés la semaine passée. Match qui a tourné court vu que Mandy Rose, qui est devenue brune, a fait son apparition pour aider ses protégés. Sarey, qui a engendré ce changement de gimmick et de cheveux surtout, de Mandy Rose, est ensuite arrivé à son tour pour créer un match à 6. Teddy Long fait donc partie de l'équipe de booking de NXT. C'est bon à savoir, ce match à 6 qui a été gagné par l'équipe de Mandy Rose, Toxic Attraction. À noter que pendant ce match, on a eu une petite caméra backstage qui nous a montré que Kyle O'Reilly s'est fait agresser par Pete Dunne et Ridge Holland. Kyle O'Reilly sera remplacé ensuite plus tard dans la soirée par Von Wagner, aussi un nouveau venu. On repart vite fait sur Ridge Holland qui a totalement décimé Drake Maverick dans un squash match dont il n'y a pas grand chose à dire. On enchaîne avec Diamond Mine qui est arrivé, vous savez, le nouveau clan de j'ai perdu son nom, Roderick Strong bien sûr. Diamond Mine qui était représenté par son équipe de Creed Brothers qui ont encore une fois impressionné face à une équipe de jobbers, effectivement. Malcolm Bivens qui manage le tout nous a présenté une nouvelle venue, la première femme acceptée dans Diamond Mine qui s'appelle Ivy Nile et qui selon moi ressemble à une mini Rhea Ripley et ça me plaît énormément. Il est enfin l'heure de passer au match que tout le monde attendait, le titre de la NXT étant vacant suite à l'abandon de ce dernier par Samoa Joe pour cause de blessure. 4 personnes se battaient pour ce titre mardi soir, Pete Dunne, Tommaso Ciampa et LA Knight et donc Von Wagner qui a remplacé Kyle O'Reilly. Ce match était extraordinaire, il nous a fait très plaisir. Le finish de ce match était pas confus, Von Wagner n'est pas passé loin, il a réussi à porter son finish à LA Knight et à tenter le tomber, malheureusement pour lui. Ciampa arrive, il se débarrasse du géant avec un gros coup de genou et ensuite porte son Fairy Tail Ending à LA Knight qui ne se dégagera pas. Tommaso Ciampa retrouve Goldie, sa fameuse Goldie à 908 jours, après l'avoir laissé. NXT 2.0 commence donc avec l'histoire d'amour 2.0 entre Ciampa et Goldie. Je trouve ça plutôt joli. Et enfin, en parlant d'histoire d'amour, bien sûr, pour finir ce NXT, nous étions tous invités au mariage entre Indy Hartwell et Dexter Lumis.
On n'est pas passé loin de la catastrophe lorsque le retour de Austin Theory a failli tourner court, hein, vu qu'il avait perdu les bagues. Heureusement pour lui et pour tout le monde, Ikemen Jiro les avait dans sa veste de costume absolument splendide. Au moment où le prêtre demande si quelqu'un a quelque chose à dire contre cette union, toutes les mains se lèvent, mais sont vite baissées par le fait que Dexter montre sous sa veste une petite hachette prête à découper les mains qui s'opposent à son union. Au final, l'union a bien eu lieu. Andy Hartwell et Dexter sont mariés et Dexter a bien évidemment prononcé ses premiers mots « I do, oui je le veux ». Un épisode d'NXT donc, NXT 2.0 qui commence en trombe et nous avons très hâte tous de voir ce que la WWE va faire avec ce NXT haut en couleur bien évidemment, pour le plus grand plaisir de certains et le plus grand dégoût d'autres. Cette description du dernier segment de NXT, c'est un petit peu un rappel de pourquoi j'aime le catch. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu si je peux dire rapidement, on a eu il y a eu deux trois qui triquent sur les réseaux sociaux. Des gens qui pensent que le catch doit être toujours de la bagarre. Non. C'est aussi du l'entertainment et c'était excellent. Je me suis beaucoup marré moi à 4h du matin, mardi soir devant mon PC. On est bien d'accord avec ça, PA. On va rester un petit peu sur le thème de NXT pour commencer les news de la semaine, parce qu'on va parler d'une des championnes les plus iconiques de l'histoire de NXT. On va parler de Paige qui depuis 2018 est à la retraite, une retraite voilà, qui était un petit peu provoquée par une blessure qu'elle a subie aux mains ou plutôt aux pieds d'Alicia Fox. Il se pourrait que Paige effectue son retour, en tout cas elle y travaille. Et on aurait peut-être même une date, ce serait pour janvier 2022. Une nouvelle des plus rassurantes quant à l'état de santé de Paige, et aussi on peut aussi être optimiste quant à pourquoi pas les futurs matchs qu'elle pourrait avoir. Mes amis, le retour de Paige en janvier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu précipité? Est-ce que vous êtes confiant quant à l'état physique de Paige après sa blessure de 2018? Je vais laisser la parole pour commencer à Nathan. Si elle peut revenir, on serait tous très heureux parce que c'est une très bonne lutteuse et ça pourrait faire énormément de bien à la division féminine si elle revient chez WWE. Après, il faut qu'elle soit clear médicalement. Après, on a vu des miracles se produire, on a vu Edge, on a vu Bryan revenir, donc pourquoi pas elle. En tout cas, on serait très heureux de la voir revenir dans un ring. Est-ce que ça sera chez WWE, chez All Elite? Ça, le temps nous le dira. On sait que WWE prépare un show le 1er janvier 2022, donc ça pourrait être une occasion parfaite pour lancer l'année et ça pourrait en faire un show historique. On a le Rumble en janvier, s'il ne l'est pas décalé en février, parce qu'on parle des rumeurs de décaler le Rumble en février, donc est-ce qu'il sera décalé en février, est-ce qu'on le gardera en janvier? Ça pourrait aussi être une occasion de retour. Il y a des pay-per-view du côté de l'Elite aussi, donc toutes les portes sont ouvertes, et si elle est clear médicalement, je pense qu'elle sera... Ça sera un grand plaisir pour elle de revenir dans un ring parce qu'on sait qu'elle aime le catch et nous on serait très heureux de la revoir aussi catcher. Gus, plaisir partagé par rapport à cette nouvelle? Bien sûr, Paige a longtemps été ma catcheuse préférée jusqu'à ce qu'elle se blesse une première fois, puis une deuxième fois très vite après son retour avec Mandy Rose et Sonya Deville. Après, on sait pas si ça va faire son retour parce qu'elle a juste tweeté janvier, donc c'est, enfin, même si j'adorais la revoir dans le ring et que elle s'entraîne pour et que elle cite souvent Daniel Bryan comme une source d'inspiration pour se battre contre ses blessures et pouvoir revenir dans un ring, ça peut très bien être un autre projet. Hein. Elle peut très bien, je sais pas, sortir un livre ou autre chose, ou je sais pas, ou se lancer mais dans la musique ou dans le cinéma. Enfin, il y a plusieurs portes d'ouvertes. Bien sûr, là où on aimerait la voir, c'est dans un ring de catch. Après, ça peut être soit la WWE, soit la AEW, bien, et peu importe, et si elle revient, peu importe où elle va, ça apportera en plus, parce que
la division féminine chez All Wrestling, à part Britt Baker et maintenant Rubisso, le reste c'est quand même moyen ou faible. Donc c'est sûr mais que si elle va là-bas, elle apportera forcément une plus-value. Si elle revient chez WWE, il y a plein d'histoires qui sont à sa disposition. Je crois qu'il y a une histoire avec Charlotte qui n'est pas finie. Et puis, avec tous les grands noms qui a là-bas, il y a forcément des choses à faire, que ce soit avec Becky Lynch, avec Belair, avec Asuka, avec Banks, avec Bayley ou autres. Donc forcément, ça serait cool, mais bon. On va attendre de voir. Il y a encore 3 mois ou 4 avant qu'on puisse voir où est-ce qu'elle va. Mais oui, je serais bien hype par un retour de Paige dans le ring. Petite méfiance par rapport donc à ce teasing de la part de Gus. PH t'ai laissé un petit peu souffler après ce soliloque concernant NXT. Qu'est-ce que tu penserais de cette possible nouvelle d'un possible retour de Paige? Alors bon, déjà évidemment je suis très content si Paige est clear médicalement pour revenir. Ça voudra dire que elle va bien, hein, évidemment. Maintenant, moi j'ai une crainte, c'est que elle fasse comme son premier retour et qu'elle revienne trop tôt. Selon moi, en tout cas, elle était revenue trop tôt lors de son premier comeback et c'est ça qui l'a précipité ce segment horrible à Raw où elle annonce sa retraite quelques mois avant Evolution en plus, donc timing assez horrible. Après, je suis plutôt d'accord avec mes comparses. Je trouve que Paige est une bonne lutteuse et que ça pourrait apporter un plus à la division de la WWE. Et pour corriger un petit peu Gus, elle a pas fait que le teasing juste janvier. Elle a aussi tweeté, est-ce que je peux encore utiliser Stars in the Night, qui est son ancienne musique d'entrée, enfin sa musique d'entrée de la WWE. Donc elle lâche des petits indices, et puis sur les réseaux on voit que elle donne des updates souvent sur les poids qu'elle soulève à la salle, donc elle se prépare en tout cas. Janvier c'est dans 3 mois et demi, donc il lui reste encore un peu de temps. Moi je pense que si elle fait un retour par contre c'est à la WWE, je vois pas pourquoi dans l'état actuel des choses, la division féminine elle est plus kiffante à la WWE, il y a plus de talents contre qui s'affronter, parce que une fois que t'as affronté Rubisso et Britt Baker à la W, ben voilà, t'as fait le tour. Après, c'est en dessous, donc voilà. Mais oui, c'est sûr que si Paige revient et que on peut réassister à un miracle comme on a eu avec Bryan et Edge, ben c'est positif, bien sûr. Alors, je vais prendre la parole un petit peu. Je vous trouve légèrement sévère avec la division féminine de la AEW. Alors certes, elle a été très faible pendant un certain temps. Non, on n'est pas sévère, on est juste. Non, mais il commence à y avoir des noms qui s'établissent petit à petit à la AEW. Je pense à Layla Hirsch, je pense à Jade Cargill, je pense à Red Velvet. Il commence à y avoir un petit potentiel pour créer une vraie division féminine solide sur le long terme à la AEW. Attention, unpopular opinion, Jade Cargill n'est pas si forte que ça. Elle débute PA. Jade Cargill, dans quelques temps, ça va être le visage de la division féminine à l'AEW, et c'est un rôle qu'elle saura assumer pleinement, j'en suis persuadé. On va pas s'attarder sur la division féminine de l'AEW, déjà parce que la nouvelle principale, c'était ce teasing d'un retour de Paige. Et dans une période d'incertitude un petit peu par rapport au contrat de certaines superstars de la WWE, pardon, on a eu une bonne nouvelle parce que Fightful a annoncé que Pete Dunne avait accepté une prolongation de contrat à la WWE. Pete Dunne, l'ancien champion NXT UK, est très certainement l'un des futurs visages de la WWE. Et donc c'est officiel, il a signé un nouveau contrat. Gus, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle ? Ouais, je suis très très content parce que c'est un immense talent. Et puis pour une fois que en ce moment une superstar reste chez WWE, ça fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'il a encore confiance en ce projet, et même s'il est dans un nouveau NXT qui n'est plus totalement dans les mains de Triple H, il a quand même confiance, et après je sais pas si on l'a promis un titre ou un gros rôle ou une montée mais dans le main roster et là-bas jouer les premiers rôles, mais
Mais ça fait plaisir, surtout que là, en ce moment, avec la hype qu'il y a autour de All Elite Wrestling, tout le monde se dirige vers eux. Et même, là, on a appris mais que le contrat de Kevin Owens se termine bientôt, et celui de Sami Zayn 2 ou 3 mois plus tard après celui de Owens. Et on a vu Kevin Owens tweeter quelques petites refs à l'Indie, donc on se dit mais qu'il pourrait peut-être rejoindre la clique de l'Indie là-bas, donc voir un catcheur aussi bon, aussi talentueux et maintenant aussi important chez NXT prolonger chez WWE, personnellement ça me fait plaisir, parce que je pense aussi qu'il est conscient, mais que le roster chez All Elite Wrestling commence à se remplir grave, et qu'il va pas avoir de la place pour tout le monde tout le temps, donc faut aussi mais que ça s'équilibre, et je pense qu'il a pris le bon choix. Nathan, est-ce que tu partages l'avis de Gus par rapport à un bon choix qui aurait été effectué de la part de Pete Dunne? Je partage l'avis, je pense que ouais, c'est un bon choix, je pense que c'est un bon choix pour NXT. Après, on sait que Pete Dunne, j'ai l'impression qu'il a fait un peu le tour du côté de NXT, il manque juste ce gros run de champion du monde, enfin de champion NXT plutôt, qui pourrait vraiment conclure de belles années chez NXT. Il a commencé chez NXT UK, il est venu après à NXT, c'était très très cool. C'est un mec qui est un excellent lutteur, tu peux le mettre contre n'importe qui, sortir un bon match. C'est vrai que je le pensais plutôt partant, moi je pensais qu'il allait faire cette fuite des talents qu'on connaît chez WWE actuellement, et finalement il reste, donc je sais pas, ils ont réussi à le convaincre avec un bon projet, c'est plutôt bien pour WWE, donc ça va nous permettre de continuer à voir Pete Dunne en action du côté de Stamford. Après, est-ce qu'il va rester du côté de NXT ou est-ce qu'il va basculer assez vite du côté du roster principal, je sais pas trop. Mais un Pete Dunne ça passe partout, faut pas qu'il le ruine, parce qu'on sait qu'en ce moment les mecs qui viennent d'NXT c'est un peu la foire à la saucisse, donc on verra, mais c'est un bon... WWE est vraiment gagnant sur ce deal, et ça fait vraiment plaisir d'avoir 3 ans de plus ici, quoi. On a 2 pouces levés après cette nouvelle, y en aura-t-il un troisième? PA, qu'est-ce que t'en penses? Oh, il y en aura même 4, parce que je vais mettre les deux en l'air, moi personnellement. J'aime beaucoup Pete Dunne, j'aime beaucoup ce style de mec qui va te rentrer dans la gueule et qui va juste te faire mal. Ça me plaît énormément. Et je suis content que lui ait pris la décision de rester. C'est vrai que le roster de l'AEW commence à être sacrément blindé, et alors soit il aime beaucoup la WWE, soit il a pas vu de futur pour lui à la AEW, ce que je peux comprendre. Donc je trouve que c'est un bon choix, en tout cas l'avenir nous le dira. Certains se sont déjà totalement alarmés qu'il n'ait pas gagné le Fatal 4-Way mardi soir. Moi je pense que Pete Dunne maintenant il va aller dans le main roster. Je pense qu'à la draft c'est le moment. Lui faire gagner le titre NXT, je dis pas que ça sert à rien, évidemment, c'est une ligne de plus importante dans un palmarès. Mais le gars a été champion NXT UK pendant 500 jours limite, un truc comme ça. Donc on sait qu'il, et puis on voit les matchs, donc on sait qu'il est bon. On n'a pas besoin de lui donner un reign de NXT, selon moi. Et je pense qu'on peut l'envoyer dans le main roster et qu'il fera une différence. Il doit être en tout cas contender pour un titre mondial dès son arrivée, ou alors un titre mineur, mais je pense que il a fait le bon choix, selon moi, de rester à la WWE. Est-ce qu'il y a des promesses qui ont été faites par le clan Vince McMahon? Ça, on sait pas. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Après, c'est une très bonne nouvelle pour la WWE, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un exode massif là. Adam Cole est parti récemment, Daniel Bryan, et puis il y a aussi Kevin Owens, ça risque de partir. Si Kevin Owens part, est-ce que Sami Zayn va rester? Pas sûr. Donc voilà, ça fait un soldat qui reste, et quel soldat? Alors la statistique exacte, c'est 685 jours de règne en tant que champion NXT UK, c'est impressionnant. On va clore ce chapitre news avec une annonce qui a été faite, l'officialisation du combat à Crown Jewel, le show très controversé qui se déroule en Arabie Saoudite. Le titre universel sera mis en jeu. Roman Reigns défendra sa ceinture contre Brock Lesnar. Je vais commencer avec Nathan. Qu'est-ce que t'attends de cette affiche, et est-ce que t'es impatient?
Ah bah tout d'abord, quelle surprise de la nouveauté pour Crown Jewel, on s'y attendait vraiment pas. Et non, c'était assez prévu. Et j'ai quand même une pensée pour Finn Balor qui, pour la deuxième fois d'affilée sur une storyline, à la place du mort. Voilà, c'était arrivé avec John Cena SummerSlam, ça arrive maintenant avec Brock Lesnar et Roman Reigns. Le match, on l'attendait tous. C'est dommage qu'ils nous le gardent pas pour un peu perdu aux États-Unis parce que c'est dommage d'avoir ce Roman Reigns Brock Lesnar dans cette physionomie-là avec un Paul Heyman qui est du côté de Reigns heel et un Brock Lesnar face qui est plutôt cool. En Arabie Saoudite devant un public qui, je sais pas s'ils seront morts, mais peut-être à moitié. On verra s'ils arrivent à mettre l'ambiance. Le match, je pense qu'il sera cool. L'histoire sera bonne. Si Brock Lesnar est un peu plus présent à SmackDown, ça peut donner vraiment un truc cool. Malheureusement, ça spoil un peu le résultat d'Extreme Rules. Je n'attendais pas à ce que Finn Balor gagne avec le démon, mais bon, voilà. Finn Balor, je pense qu'il est en roue libre, qu'il attend juste la fin de son contrat pour se tirer, parce que, voilà, lui, quand on dit qu'on préfère revenir à NXT UK qu'à SmackDown, ça en dit long sur ce qu'on vous réserve du côté de la branche bleue. Maintenant, l'affiche entre Brock Lesnar et Roman Reigns, on l'attendait depuis longtemps. C'est peut-être un des premiers trucs qu'on a pensé quand on a vu le tout premier segment du turn de Roman Reigns avec Paul Heyman à côté de lui. C'est à l'époque où c'était au Thunderdome maintenant. Et le premier truc auquel on a pensé, c'est mais quand Brock Lesnar va revenir, on va avoir un truc de fou, quoi. Et un peu déçu que ça nous arrive en Arabie Saoudite, mais voilà, le match pourra me faire regarder le show, alors que d'habitude je zappe ce genre de show, même si j'espère qu'il aura pas trop d'importance dans les storylines, parce que c'est un peu dommage quand les shows en Arabie Saoudite ont de l'importance dans les storylines. Je suis pas contre un show en Arabie Saoudite, voilà, faut faire de l'argent, ils payent beaucoup, donc je pense qu'à la place de Vince, on refuserait pas du tout vu les montants donnés. Maintenant, si le show en Arabie Saoudite, voilà, c'était que des matchs un peu hors du temps avec des big names qui s'affrontent et qui n'ont aucun impact sur les storylines, ça pourrait être plutôt cool. Maintenant, voilà, le match sera bien. J'espère qu'on nous construira une bonne rivalité et on pense à Finn Balor actuellement. Est-ce que PA aura un petit peu cette pensée aussi pour Finn Balor avant le combat à Crown Jewel, et qu'est-ce qu'il pense de ce combat en approche? Déjà, j'aimerais commencer par dire bon courage à la WWE pour booker le match à Extreme Rules entre le démon Finn Balor, parce qu'ils ont ramené le démon, et Roman Reigns, parce que est-ce que tu fais perdre Roman Reigns avant d'aller à Crown Jewel pour aller taper Brock Lesnar? Est-ce que tu fais perdre le démon? Pas facile non plus. Non, alors après, effectivement, oui, je vais me joindre à Nathan sur ce qu'il a dit. C'est vrai que depuis le moment où on a eu ce Roman Reigns qui est revenu à SummerSlam dans le Thunderdome et qui une semaine après s'affiche avec Paul Heyman avant Payback, bien sûr qu'on l'attendait. Il est là. Le garder pour un show américain, malheureusement, le timing est pas bon. Si SummerSlam était en approche, il l'aurait mis à SummerSlam. Si WrestleMania était en approche, il l'aurait mis à WrestleMania. Là, le prochain pay-per-view, c'est Extreme Rules et après, on sait pas c'est quoi. Donc malheureusement, le timing est pas bon et il l'envoie en Arabie Saoudite. Bon, c'est comme ça. Est-ce que ça va être un match intéressant? Oui. Encore une fois, la foule d'Arabie Saoudite sera pas la meilleure pour apprécier le travail des deux hommes, mais bon, c'est pas grave, nous on l'appréciera. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que ce match sera pour un titre ou non? Ça, le débat reste entier. Moi, je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je me dis qu'ils n'ont pas ramené le démon pour rien. Roman Reigns n'a pas besoin d'être encore plus push comme ça qu'il l'est déjà. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce match à Extreme Rules dans un premier temps, et ensuite on se concentrera sur Reigns Lesnar en Arabie Saoudite. Sentiment donc un peu mitigé par rapport à la situation générale. Et pour finir sur ce combat, Gus, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, alors déjà, j'aimerais revenir mais sur le fait que la WWE a annoncé que le titre serait en jeu seulement si Reigns conservait son titre à Extreme Rules. Donc dans leurs annonces, ils n'entendent pas totalement Finn Balor, bien qu'on sache que Finn Balor ne sera pas champion universel à Extreme Rules, parce que je ne vois pas pourquoi Lesnar serait revenu s'il n'y a pas un titre en jeu, et je ne vois pas la WWE livrer une affiche Reigns Lesnar s'il n'y a pas un titre en jeu.
Donc malheureusement, Finn Balor, tu vas perdre à Extreme Rules. Après, je me dis que qu'ils peuvent faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire laisser tout le monde fort et la solution pour faire conserver à Reigns sans que Finn Balor et le démon ne soient vraiment vaincus, ce serait de faire intervenir Lesnar pendant le match et que soit Reigns ou soit Balor gagne par disqualification et au moins il n'y a pas eu une défaite clean. Après, sur le match en lui-même, c'est la première fois que je suis hype par un retour et par un match de Brock Lesnar, donc ça fait plaisir. Après, je trouve ça dommage qu'ils l'ont donné à l'Arabie. Enfin, je trouve ça dommage, bien que ce soit normal qu'ils le donnent à l'Arabie Saoudite, parce que j'aurais préféré le voir, c'est un peu pay-per-view aux États-Unis aussi. Même si c'est sûrement l'affiche entre les deux, mais qui me hype le plus sur leurs 4 ou 5 confrontations. Je ne sais pas encore si je vais le voir, parce que les shows en Arabie Saoudite, j'ai du mal. Surtout que le public me gave un peu, surtout sur les premiers rangs qui sont remplis mais des plus riches, enfin des personnes les plus riches et qui tournent le dos au show ou qui s'intéressent pas au show, alors que derrière Metal Peuple qui gueule. Et puis surtout on sait très bien mais que là-bas c'est Mansour qui est le plus fort, donc à quoi bon mettre un Reigns Lesnar. Mais bon, bref, sur ce match, je suis content de voir l'affiche. Je trouve ça dommage le lieu, c'est tout. C'est un petit peu le sentiment qui est partagé par tout le monde. C'est vrai que l'affiche fait rêver, mais c'est vrai que le lieu dérange. Messieurs, c'est l'heure du grand débat de la semaine. On l'a évoqué un peu plus tôt quand on a parlé du recap de Raw. Big E est champion de la WWE. La grande question de la semaine, c'est Big E champion. Est-ce de bon augure pour Big E et son règne, et est-ce de bon augure pour la WWE? Je vais laisser la parole à mes camarades pour ce débat et on va commencer tout de suite avec l'avis de PA sur cette question. C'est pas une question facile que tu me poses là. Pour la simple et bonne raison que, on sait pas. On sait pas du tout. C'est vrai que la WWE en ce moment est confrontée à un mur qui s'appelle la EW et qui prend beaucoup du spotlight. Et la WWE a encore du spotlight, bien évidemment, mais voilà, elle est un peu contestée au niveau des ratings. Et du coup, c'est vrai que la théorie de l'écran de fumée est quand même bien elle est facile à supporter, quoi, parce que ça peut très bien être juste un coup pour battre le football américain, comme on l'a dit plus tôt. Ça peut très bien être un coup pour dire regardez, à la WWE on fait des trucs cool aussi. Je trouve que c'est plutôt pas si mal fait dans le timing. Ça permet de libérer Bobby Lashley pour qu'il aille se taper avec Goldberg. Ça permet de donner un vent frais au main event de Raw. Maintenant, voilà, comme on l'a dit plus tôt, à tout moment, dans 2 mois, il perd le titre contre Omos. Et bon, là, coup de clim monstrueux. Donc voilà. C'est mi-figue, mi-raisin. J'ai envie de croire que la WWE va surfer sur cette vague et va lui laisser le titre. Maintenant, voilà, si c'est juste un écran de fumée et que dans 2 mois il le perd, faudra pas être étonné non plus, quoi. Pourtant, il y a une superbe histoire à écrire avec ce titre. Il y a des super matchs à voir. Il y a un main event de n'importe quel show, triple menace entre les membres du New Day sans casser le New Day, ça peut se faire. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a des super matchs à réaliser. J'espère que la WWE va se projeter un petit peu avec Big E en tant que champion. Et je sais que Big E leur rendra bien quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce qu'il fait, quoi. Le gars, on lui a donné le titre intercontinental à SmackDown qui était un peu mort après Sami Zayn. Non, je suis salaud. Qui était pas en super état après Sami Zayn, et il en a fait un match à WrestleMania. Et là, voilà, il a la mallette Money in the Bank. Le gars était là toutes les semaines à la montrer. Et je trouve que voilà, il peut faire un bon champion. Et encore une fois, j'espère que la WWE va le voir aussi.
et va surtout lui laisser le temps de nous faire rêver. Entre optimisme et méfiance, c'est un petit peu ce que je retiens de ce discours, PA. Gus, ton avis sur l'avenir donc à la fois de ce règne et aussi est-ce que ça annonce des belles choses pour la WWE? Ouais, moi si je sais pas trop quoi penser, parce que je pense que c'est une super chose, mais que Biggie soit champion. Après, la WWE peut très bien faire ça pour répondre aux fans et dire nous aussi on sait faire gagner les jeunes entre guillemets et permettre mais que des Lesnar ou des Goldberg champions. Après, est-ce qu'il va avoir en fait, je pense que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, pour moi, il va garder son titre au moins 2 mois parce que j'en parlais plus tôt, mais je ne vois pas comment la WWE peut passer, on peut passer outre une affiche Bloodline New Day à Survivor Series. Et puis, je pense que c'est pas trop dur pour eux, mais de remettre les titres tag à Raw sur les épaules du New Day, enfin Woods et Kingston. Donc je pense qu'il va garder son titre jusque là-bas au moins. Pour l'après Survivor Series, c'est là où je suis un peu plus, mais dans le flou parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. On peut très bien voir là pour l'instant je me projette sans la draft bien sûr. Et on peut très bien voir un Lashley revanchard qui, après avoir fini ses histoires avec Goldberg, revenir chercher son titre et prétexter qu'il a perdu après un long match contre Randy Orton après une blessure au genou. On peut très bien voir une implosion du New Day ou voilà une trahison simple de Xavier Woods qui est jaloux de pas avoir, enfin d'être le seul à pas avoir eu le titre majeur solo. On peut très bien voir un truc frais, donc soit que la draft, soit avec je sais pas, avec un Keith Lee, avec un Karrion Kross peut-être, avec un McIntyre parce que maintenant que Lashley n'est plus champion, McIntyre a de nouveau le droit d'avoir une chance pour le titre. Donc c'est plus pour cette période où je suis un peu mais dans le flou. Moi après, mais j'aimerais bien qu'il ait un long règne et au moins jusqu'à WrestleMania et avec mes storylines fraîches. Après, ce qu'évoquait PA, le fait que Omos pourrait reprendre le titre. Je conçois aussi parce que il le construit fort et puis c'est un géant quoi donc ça plaît à Vince et à sa clique. Donc je suis un peu mais dans le flou sur ce qu'il prévoit sur lui. Après personnellement j'aimerais qu'il ait un long et bon règne et de toute façon il a toutes les capacités pour le tenir, que ce soit in-ring, micro, charisme, merchandising, etc., etc. Merci beaucoup Gus pour cet avis. On va terminer avec Nathan. Nathan, est-ce que tu partages un petit peu cet avis positif sur l'apport de Biggie sur toute la fédération, notamment au niveau merchandising, et est-ce que tu penses que ce règne appelle de bonnes choses pour la WWE? Moi, je serais un peu plus pessimiste peut-être, parce qu'on est chez WWE du coup, et j'ai un peu ce côté un peu pessimiste qui ressort, et j'ai essayé de voir un peu ce qu'il disait sur les réseaux. J'ai essayé de connecter 2-3 neurones de mon côté pour imaginer un peu le booking. Et un truc assez probable que j'ai pas forcément envie de voir, mais qui est fortement probable, c'est que déjà on a la draft qui va arriver début octobre, donc Lashley, McIntyre qui ont tourné beaucoup autour du titre du côté de Raw, on les envoie à SmackDown pour faire le Lashley Lesnar que Bobby Lashley attend depuis très longtemps et que ça pourrait nous plaire aussi. On pourrait le faire affronter Roman Reigns. Sur McIntyre, on nous a hypé un truc l'an passé aux Series contre Reigns, donc ça serait l'occasion aussi de le faire. Et du côté de Raw, on pourrait amener un Kevin Owens, pourquoi pas, pour donner un peu d'overness à Biggie. Et Biggie, on peut faire la revanche entre Bobby Lashley et Extreme Rules. Et pour moi, on nous teasait un Roman Reigns Biggie quand il avait la baleine du côté de SmackDown, c'est parfait, il y a Survivor Series qui arrive, donc autant faire champion contre champion comme tous les ans et nous amener le match
de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont nous faire Bloodline contre New Day? Ça pourrait être une affiche très alléchante et très très cool. Ou alors juste un 1v1 Biggie Roman Reigns pourrait être très chouette aussi. Et pour moi, après, ça va faire comme Kofi Kingston. La fin de règne, elle va être descendante. Et puis, pour moi, Omos sera champion avant la fin de l'année parce qu'on sent que Vince McMahon, ça le démange vraiment de le mettre champion, quoi. C'est typiquement le physique qu'il aime bien. Quand on regarde les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, les segments avec Omos, c'est souvent les plus vus. Alors, sauf cette semaine, évidemment, parce qu'il y a le cash-in. Mais souvent, les segments avec Omos, c'est les trucs les plus vus. Donc c'est quelque chose qui est peut-être attendu. Ça pourrait, évidemment, si on dit qu'il y a un match avec Omos pour le titre, les gens ils vont regarder, même si c'est pas bien dans le ring, parce que ça va interloquer. Et malheureusement, je pense que Biggie va passer un peu à la trappe d'ici 2-3 mois, quoi. Et d'ici la fin d'année, peut-être pour TLC, Omos il va passer champion et Biggie on va plus en parler. Si, on va continuer à en parler, mais je pense que le projet réel c'est Omos, quoi. Et je suis persuadé que Vince McMahon mettre Omos champion, ça le dérangera absolument pas parce que c'est le genre de physique qu'il aime bien. Et malheureusement pour Biggie, il faut redresser la barre au niveau des ratings, il faut faire un peu de buzz entre guillemets parce qu'il y a du côté All Elite, ça cravache plutôt pas mal et ça book des storylines qui sont assez alléchantes. La semaine prochaine, on a Daniel Bryan, Kenny Omega quand même, donc fallait répondre aussi de ce côté-là. Donc faire le cash-in cette semaine, c'est une bonne chose, c'est un moment plutôt cool. Biggie mérite vraiment d'avoir un titre de champion du monde. Moi, le booking que j'aimerais bien, c'est qu'il nous l'amène avec un long règne du côté de Mania et qu'on fasse un triple menace entre tous les mecs du New Day qui soient définitivement séparés et qu'on ait ce triple menace à WrestleMania. Maintenant, j'y crois pas et je pense juste que Omos sera champion avant la fin de l'année, peut-être à TLC, et que Biggie, en attendant, on lui donne un Randy Orton, on lui donne la revanche contre Bobby Lashley, on lui donne Roman Reigns pour les Survivor Series, on peut lui donner un Kissy, parce qu'on parle d'un terme de Kissy, il y a Karen Cross en BDSM qui est là aussi. Il est toujours là. Et j'ai appris que c'est une tenue de gladiateur. Alors, je crois qu'on trouve les mêmes à Shadow User pour 14€, mais bon, c'est pas grave. Un gladiateur bizarre, hein. Gladiateur le gladiateur, hein. Un gladiateur des donjons, un peu. Des donjons. Mais bon, s'il mettait un peu plus de moyens dans les tenues aussi. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, il y a des challengers qui peuvent arriver aussi du côté de SmackDown. On a parlé de Sami Zayn, de Kevin Owens, histoire de leur donner. Kevin Owens, je pense qu'il va partir en janvier, et du coup, qu'ils mettent over un mec comme Biggie, je pense que ça ne le dérangera absolument pas avant de se barrer. Et voilà. Et après, pour moi, Omos sera champion avant la fin de l'année, et parce que ça dérange trop, ça démange trop Vince McMahon de mettre Omos très haut. Et voilà, c'est un mec qui fera regarder les shows, malgré que dans le ring, ce soit ultra limité. Alors, beaucoup d'optimisme pour ce qui est du très très court terme. C'est un peu plus flou pour ce qui est du moyen terme. J'ai l'impression que vous ne faites pas confiance en la WWE. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que c'est une compagnie qui fait que du booking sur du court terme et réfléchissent pas à l'avenir. Ils savent pas ce qu'ils font la semaine prochaine. Voilà. Mecs, et puis, même s'ils savent, à tout moment, Vince, il arrive dans les bureaux, il fait non, I don't like that. Et il fait mettez Goldberg. Mettez Omos. On va rappeler l'Undertaker. Parce qu'au Rumble, je peux te dire que si tu mets Omos champion et qu'au Rumble, Vince va faire on va mettre Goldberg contre Omos, ça va être génial. Ouais, non, ça va être oh là là, le bad trip. Ah, mais tu vois, et en plus, ça risque de faire du buzz, alors que ça va être nul, quoi. Gus, peut-être un dernier mot sur ce sujet. Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère juste que la WWE ne va pas foirer ce règne. Et qui sera au moins aussi long que celui qu'a eu Kofi Kingston, bien que le chemin s'annonce sinueux et compliqué. Merci beaucoup messieurs pour ce petit débat. On va donc clore l'émission là-dessus. Ce fut un plaisir de vous retrouver, ce fut un plaisir de présenter cette émission et de décortiquer un petit peu l'actualité catch de la semaine. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à écouter l'émission que nous à la produire. Un petit mot de la fin peut-être ? Abribus. Merci PA, je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure que Abribus. Excellente semaine à tous, merci messieurs pour votre participation, comme j'ai déjà dit ce fut un plaisir, et bien écoutez on se retrouve tous la semaine prochaine, en attendant passez une bonne semaine. Ciao. Ciao tout le monde.